Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Bonjour Anthony. Salut à tous, bonne année. Ouais, bonne année, bonne année. Ça me saoule les bonnes années à chaque fois. La bonne année, c'est tous les jours, les gars. Tous les jours, on est au charbon. On n'attend pas le 1er janvier pour se dire, oh, les bonnes résolutions. Non, non, c'est tout le temps. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Donc c'est pas peine de nous souhaiter bonne année dessous. On s'en branle, là. On le dit tout de suite. C'était bien les vacances? Ouais, je me suis pris un coup de soleil monstrueux parce que je suis monté au piton de la fournaise torse nu, comme un abruti et je me suis presque brûlé au second degré. À quel endroit? Dans le bras, tout quoi. Donc Oh là voilà, là. Ça va c'était mieux? chaud. Ouais, ouais, ça y est, c'est heureusement grâce au collagène, tout est revenu très très vite à la normale. Ouais, des petites pubs. Ah ouais, il faut. Pubs. Allez, allons-y parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de Ouais, podcast du c'est tout. vrai. Enfin, ouais, il a manqué qu'une semaine, je crois. Même pas. Ouais, peut-être Ouais, une semaine. une semaine. Bon, on est de retour avec les bonnes habitudes. Exactement. Ah Oubliez oui. pas pour Lyon. C'est quoi le 26 janvier? 26 janvier, ouais. Dimanche Le 26 dimanche, janvier. le dimanche 26 janvier de 9 h le matin jusqu'à 17 h. Voire même 18 h à mon avis, parce qu'on a tellement de choses à vous dire qu'à mon avis, ça va traîner. De vous inscrire, il reste je crois, une dizaine de places sur les 80. Ouais, ça a Donc, 10 places, ouais, à peu près. ouais, une dizaine de places. Donc, dépêchez-vous parce que c'est dans 3 semaines, hein. Hmm. Donc, ça va arriver vite. On vous promet une journée de ouf. Ouais, Donc, carrément. voilà. On met le lien juste en dessous, là, il est en Ouais, premier juste en en dessous, si description. jamais, ouais, si vous n'arrivez pas à vous connecter sur le lien, vous venez voir ou Anto ou moi sur mon Instagram. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ne sont pas encore abonnés à mon Instagram, c'est le moment avant que je vous bute. Donc, euh, donc voilà. Colère. Ok, bon, on attaque les questions. T'en as, Vas-y, t'en as quelques-unes là? vas-y, si tu en as une sous la main, moi je suis en train de les chercher là. Tac. Ok, alors, une question. Lorsqu'on est en sèche, on doit garder le même programme, on est d'accord. En admettons qu'on a un programme 4 x 10 à faire et on n'arrive plus à tenir cette charge. C'est-à-dire que 4 x 10, ça veut dire qu'avec le régime, je pense qu'on perd un peu de force et on ne tient plus à tenir cette charge. Faut-il descendre le poids ou faire une intensification style red pose ou drop set? C'est une bonne question. Vas-y, Anto. Alors déjà, lorsque l'on passe d'une période de prise de muscle à une période de sèche, le problème si vous changez d'entraînement, c'est que lorsque vous êtes en perte de gras, en sèche, vous devez tenter absolument de conserver de la masse musculaire. Si vous changez de programme d'entraînement, vous allez changer les exercices, vous allez changer vos repères. Et donc, forcément, les premières semaines de ce nouveau programme, vous n'allez pas être sur des charges qui sont optimales. Donc, vous n'allez pas forcer de manière optimale non plus. Ce qui fait que le stimuli engendré sera moindre et que vous aurez moins de chances de progresser et de conserver de la masse musculaire. Vous allez en plus perdre vos repères puisque vous changez de programme. Donc, je trouve que c'est une mauvaise idée que de changer de programme parce qu'on passe en période de perte de gras. À la limite, si on veut rajouter peut-être un ou deux exercices en plus parce qu'on veut augmenter la dépense calorique ou on veut cibler plus sur une zone, faire un peu plus d'abdos ou je ne sais quoi, ou plus d'exercices lombaires, pourquoi pas. Mais changer de programme, ce n'est pas une bonne idée. Mieux vaut garder vos repères et tenter justement de séance en séance, à chaque séance, pardon, de conserver vos charges, voire même de progresser. Au début, c'est possible. Je rappelle juste que c'est, on l'a déjà dit une fois, c'est énormément mental. Le simple fait de me dire, je suis en phase de sèche, je mange moins, donc je vais perdre de la force, fait qu'on va perdre de la force. Concentrez-vous sur quelque chose et ça arrivera. Donc voilà, essayez de rester positif vis-à-vis de ça, essayez de rester impliqué dans chaque série, dans chaque séance, parce que la force, souvent, c'est avant tout nerveux et donc c'est avant tout mental. Voilà. Donc je ne pense pas que rajouter des drop sets, je pense que ce serait une très mauvaise idée. Rajouter des rest pauses, pourquoi pas quand ça devient difficile, mais changer de programme, non. Voilà. À toi, très cher. Ouais, t'as fait, t'as fait un excellent résumé. Encore une fois, ce qu'il faut arriver à dire à votre corps, ok, on est en déficit calorique, on perd du poids, mais il faut dire à son corps, ok, par contre, moi, ce que je veux, c'est que euh, mon muscle, il faut le garder, donc je vais stimuler suffisamment le muscle par la tension mécanique, hein, par la charge, pour lui dire, non, non, mais toi, par contre, tu dois rester parce que j'ai besoin de toi.
Voilà. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'on dit qu'il faut essayer de conserver un entraînement relèvement lourd, ou du moins garder les charges, en faisant bien sûr attention aux blessures, parce que quand on arrive en fin de régime, évidemment, on fatigue. Et si on fatigue, les risques de blessures augmentent. Donc évidemment, on va pas chercher à faire des répétitions de 5-6 reps pour la bonne et simple raison, c'est que les blessures augmentent à la fin du régime. Donc c'est vrai qu'il vaudrait mieux rester dans une fourchette entre 8, 10, 12, même pourquoi pas jusqu'à 20 suivant les individus. Mais voilà. Ensuite, pensez peut-être aussi à augmenter vos temps de repos entre vos séries. Parce que si évidemment le régime vous fatigue, augmenter un peu ces temps de repos, ça peut vous permettre de garder quand même une charge suffisamment lourde pour pouvoir continuer à garder vos muscles intacts et leur envoyer ce signal très fort en disant: hé Coco, ok, je suis au régime, mais faut que tu restes là. Et deuxième point, évidemment, la diète. On vous le dit depuis tout le début des podcasts, vous savez que nous, on est pour garder un maximum les glucides, parce que les glucides nous apportent de l'énergie, mais vont aussi protéger et préserver vos protéines. Donc, ça ne sert à rien de se gaver de protéines au régime et au détriment des glucides. Parce que de toute façon, vos protéines vont être converties en glucides. Ça s'appelle la néoglucogénèse pour avoir l'énergie. Hein. L'énergie, les glucides, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour votre corps. Voilà, on dit que voilà, c'est les graisses et les protéines, les éléments indispensables, mais je vous assure, dites ça à votre cerveau et vous allez voir qu'il ne va pas du tout fonctionner, il a besoin de glucose. Donc voilà, c'est aussi un paramètre important parce que voilà, on veut tous sécher un maximum et ce qui prend cher, c'est les glucides et nous, on est contre ça. On préfère réduire peut-être un petit peu plus les protéines, réduire aussi les lipides en gardant un minimum et puis maximiser sur les glucides qui vont vous permettre quand même de garder un maximum d'énergie, de force, de patates, de stimuler aussi tout votre système hormonal par les thyroïdes notamment. Donc, euh, donc voilà. Mais si vous faites ça de manière intelligente, progressive et lentement, bah, vous devrez avoir pas trop de désagréments au niveau de la force. Donc voilà. Ok, Anto, prochaine question. Alors, que pensez-vous des séries dégressives? Que pensez-vous des séries dégressives, hein? C'était ça la Ouais, question? ouais. Donc, dégressive, drop set, c'est pareil. Ouais. Vas-y, Anto, hein, vas-y. Vas-y, commence, j'ai commencé. Ok. Alors, tout ce qui est technique d'intensification, il faut faire très attention parce que ça peut entamer le processus de récupération. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, c'est vrai que j'entraîne un muscle, mes muscles, ils entraînent 2 à 3 fois par semaine. Le même muscle, par exemple les pecs, 2 à 3 fois par semaine, suivant mon emploi du temps. Si le lundi, je fais les pecs, parce que c'est la journée des pecs, et que j'explose mes pecs le lundi, en faisant des drop sets et des répétitions forcées et tout ça, je vais mettre beaucoup plus de temps à refaire une séance derrière. Normal, puisque je vais tellement les détruire, entre guillemets, que mon temps de récupération va être très, 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 très long. Et ça va poser un problème. C'est pour ça que moi, par exemple, je ne suis pas hyper fan des séries d'intensification ou alors à petite dose pour ne pas entamer le processus de récupération qui est le facteur limitant en musculation. Donc attention à ça, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie et vraiment qu'on sent que bon bah voilà, on sent qu'on peut donner plus, mais que surtout ça ne va pas entacher la séance qui va venir après. En fait, il faut vraiment réfléchir sur le long terme et pas sur le court terme. Et donc voilà. Et il y avait d'ailleurs une citation de Rudy Koya qui disait que l'échec amène l'échec, et je trouve ça relativement juste. Donc attention à pas à trop aller dans le rouge, bah parce que ça risque de limiter après votre progression plus tard. D'accord. Donc voilà. Anto. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait du même avis. Je- Déjà, je ne suis pas pour le fait d'entraîner un muscle tous les jours. Hein. Je ne suis toujours pas pour. Voilà, c'est ce qui nous différencie un petit peu, même si je comprends ton point de vue et j'entends encore mieux maintenant les arguments qui vont avec, surtout après avoir suivi votre formation, là, rattraper un point faible qui est excellente d'ailleurs. Tu sais que d'ailleurs, je te coupe juste 2 secondes parce que pour te dire que c'est pas du tout contradictoire ce que tu dis non plus, parce qu'on a des nouvelles données qui montrent en fait que tu travailles ton muscle tous les jours. Par exemple, que tu fais les pecs un petit peu tous les jours ou que tu fasses les pecs 1 à 2 fois par semaine, ça pose pas de problème si tu gardes le même volume en fait. Ouais, c'est ce qu'il dit dans l'interview, Will. Là.
Ouais, c'est pour ça. On L'interview apprend qui va ensemble. rattraper un point faible hein, pour ceux qui. Voilà. Voilà. Et en fait, c'est vachement intéressant en fait parce qu'on se rend compte que le volume est quelque chose de très important en fait. Voilà. Et vous pouvez vous continuer à vous entraîner en split. Ce qui fait, Euh, ce qui fait que, dites-le, j'avais raison depuis le début, mais c'est pas grave. bah, t'as pas raison et t'as pas tort, Ouais, mais en fait, c'était pour en fait, plaisanter, bien sûr. ouais, je sais. Mais en fait, peu importe, l'important, c'est de pouvoir progresser au fil des semaines. Hmm. Donc, si tu es en split et que tu arrives à progresser dans ton volume ou dans ta progression en charge ou quoi que ce soit, eh ben c'est super, tu vas progresser. Et on le voit, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent en split et qui continuent à progresser, qui progressent. Ce n'est pas le problème. Mais si tu arrives à un plateau, tu n'arrives pas à progresser, quelle est la méthodologie qui va te permettre en fait, d'augmenter en fait, ton volume? Eh ben, ça peut être de scinder tes séances un peu plus, Hmm. etc. Après, il y a d'autres, comme le half body ou le full body. Moi, le full body, tu vois, j'ai du mal encore à le faire, tu vois. Je suis pas fan du full body, mais de plus en plus, on voit que, par exemple, de laisser 2 jours de repos plein, eh ben, ça peut être hyper spécifique aussi pour l'hypertrophie. Donc, Hmm. par exemple, vous faites par exemple du push-push leg. C'est un exemple. Hein. Par exemple, vous faites les exercices de pousser le lundi, de tirer le mardi et le mercredi, vous faites les cuisses et vous recommencez le cycle. Et ben ça peut être très bon au niveau de la récupération. Voilà. Par contre, c'est vrai que si vous faites les pecs que le lundi, bon, ben c'est un peu limitant. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas progresser, ça veut dire que c'est un peu limitant parce qu'on se rend compte quand même qu'entraîner un muscle 2 fois par semaine est quand même un peu plus efficace qu'une seule fois. Hmm. Voilà, c'est des petites notions. Vas-y, continue sur Donc, les répétitions, enfin les c'est séries des- d'intensification. Ouais, techniques d'intensification. voilà, donc partant du principe que je m'entraîne en split et que je fais s'entraîner tout le monde en split, alors quand je dis tout le monde, ça dépend. Bien sûr, on a des clients qui s'entraînent en half body ou même en full body puisque c'est personnalisé et que quelqu'un qui peut s'entraîner 2 ou 3 fois par semaine, pour le coup, il n'a pas le choix. C'est aussi, voilà, quand je parle, c'est jamais à l'extrême. Je n'ai jamais une position figée, mais voilà. Donc, tout ça pour dire que dans une configuration où on s'entraîne de manière assez classique en split, les séries dégressives peuvent avoir leur intérêt. Le piège, effectivement, c'est de les employer à tort et à travers, surtout sur des exercices qui ne sont pas appropriés. Si vous vous mettez à faire du dégressif, pardon, série s'est activée. Si vous vous mettez à faire des séries dégressives sur du squat, sur du soulevé de terre, des exercices comme ça, qui sont très éprouvants et surtout très taxants nerveusement, alors ça ne va pas. Par contre, sur certains muscles comme les épaules, sur des élévations latérales, sur des exercices d'oiseau pour l'arrière d'épaule, ce genre de mouvement, même pour les biceps, triceps, alors j'aime beaucoup mettre des séries dégressives. Alors vraiment avec parcimonie, hein, ça va être un exercice dans une séance et pas chaque séance de la semaine, mais surtout sur les points faibles ou sur des muscles où je sais que c'est efficace, notamment les épaules. Voilà. J'aime mettre des séries dégressives parce que ça permet quand même d'aller plus loin dans l'effort momentanément. Il ne faut pas que ça soit toute l'année, c'est par période. Et en plus, il faut le dire, sur certains exercices, en fait, on ne peut jamais aller réellement à l'échec sans se mettre en danger, ou on va à l'échec qu'on appelle postural. J'aime bien cette notion d'échec postural, c'est-à-dire que tu es à l'échec lorsque tu n'arrives plus à maintenir la bonne posture pour l'exercice. Sinon, les élévations latérales, tu n'es jamais vraiment à l'échec. Tu finis comme ça et puis tu enchaînes. Donc, lorsque tu n'arrives plus, bon là, effectivement, tu peux décharger et continuer avec faire ce qu'on appelle l'inroad, ce qu'on appelle l'inroad, la série d'après dégressive plus légère. Voilà, c'est intéressant. Donc, je pense que c'est une technique vraiment à ne pas négliger, qui est très bien à mettre dans son entraînement, pas quand on est débutant, c'est clair, pas sur tous les muscles et tous les exercices, mais ça peut être intéressant à incorporer dans la palette d'entraînement. Voilà. C'est très intéressant ce que tu as dit parce que, et je te rejoins tout à fait, c'est vrai que mettre par exemple du dégressif sur des exercices d'isolation qui n'impactent pas trop le système nerveux, je dis que c'est une très bonne idée finalement. Ah ouais. Donc Ouais, c'est pas surtout mal. vraiment sur le point faible, c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est une très bonne idée. C'est une subtilité que j'espère que vous allez comprendre, mais c'est vrai que faire des dégressifs sur des mouvements polyarticulaires, sur des gros mouvements, en fait, ça va tellement vous taxer sur le point nerveux qu'après, il va falloir récupérer pour la suite, ce que j'expliquais. Mais c'est vrai que sur des exercices de focalisation ou d'isolation, bah, ça pose beaucoup moins de problèmes, en fait, en réalité. Donc, Ouais, bravo. en plus, sur les gros exercices, vient un moment où tu as un transfert et tu sens
pratiquement plus le muscle de base que tu voulais travailler. Par exemple, si tu fais du dégressif sur du squat, chose que j'ai déjà fait dans le passé, comme toi, j'ai tout essayé, hein. Ouais. Bah, à un moment, tu ne sens plus que les lombaires, par exemple. Donc, bon, à ce moment-là, il faut s'arrêter. Et c'est le cas sur tous les gros exercices de base où tu vas aller trop loin. Donc, voilà. Yes. Voilà, voilà. Super. Question suivante. C'est à moi là? Ouais, Tu as 2 questions d'entraînement quand même, pas mal, hein. Euh, Allez, une question nutrition. Ah, bon, elle est plus pour moi que pour toi, mais vas-y. alors en fait, je crois que c'est une vieille question que j'avais pas vue. J'ai pas manqué le dernier podcast, toujours au top. Merci beaucoup. Par contre, une chose me turlupine. J'adore ce mot turlupiner. Tu parles à un moment donné de couper les carottes sur sa longueur. C'est quoi finalement l'intérêt puisqu'on les mâche et par ce fait sont totalement broyées. Merci de m'éclaircir. Bonne journée. C'est vrai C'est une excellente question. qu'il y a deux, trois sur Internet qui se sont moqués de ça. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est Deux, vrai, trois c'est vrai. influenceurs qui se sont moqués de ça, mais pas Mais, méchamment, mais, je mais peux, ils se sont moqués. mais je peux comprendre, je peux comprendre. Il y a pas de mal, il y a pas de mal. Vous savez, vous pouvez taquiner, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous expliquer. Alors déjà, comprendre pourquoi déjà on mange des carottes crues et quel est l'intérêt déjà de manger des carottes crues et pourquoi on les coupe en longueur. Alors, je vais vous expliquer. Alors, il y a des très fortes présomptions qui expliquent en fait que les fibres de la carotte, la fibre à l'intérieur de la carotte, permettrait de réduire tout ce qui est endotoxine, de réduire un petit peu aussi l'excès d'ostrogène. Et voilà, enfin, ça a plein de bienfaits en fait qui pourraient être hyper intéressants. Et alors c'est vrai qu'on pourrait manger une carotte crue et la croquer et la mâcher très lentement, mais c'est rarement ce qu'on fait. D'ailleurs, quand vous mangez une carotte et que vous la mastiquez pas suffisamment longtemps, excusez-moi de dire ça, mais quand vous allez au sel, vous voyez, il y a même des morceaux qui partent avec parce qu'on n'arrive pas à la digérer. Vous voyez, le fait de la couper en longueur, en fait, ça permet d'avoir des très fines bandes en fait de, mais finalement de fibres. Et il y a plus, si vous voulez, il y a plus de, comment on appelle ça? Il y a plus de contact en fait. Ça permet d'avoir beaucoup plus de contact que si vous croquez des grands morceaux, que vous essayez de broyer, mais vous savez très bien, vous ne pouvez pas réduire en tout petits morceaux. Ça ne veut pas dire que manger une carotte crue comme ça, c'est pas mauvais. Bien sûr que c'est bon aussi. Vous aurez aussi ces bénéfices-là. Mais c'est vrai que de les couper en longueur, ça va optimiser, augmenter encore plus la surface de contact pour enlever les endotoxines et tout ça. Donc, je ne sais pas si j'étais clair. Par exemple, pour ceux par exemple qui mangent des frites, si vous mangez des potatoes, c'est-à-dire des gros morceaux de frites coupés en gros morceaux ou des frites allumettes très fines, vous allez voir que ceux qui sont coupés très très fines absorbent beaucoup plus d'huile parce qu'il y a beaucoup plus de surface de contact. Alors qu'une grosse potatoes, finalement, le cœur, il n'est pas rempli d'huile, c'est juste au bord. Alors que plus c'est fin, plus ça s'emplit d'huile. Hum, hum. Je ne sais pas si vous voyez l'analogie. Et je pense qu'avec cet exemple, c'est clair. Ouais. Voilà, et c'est pour ça qu'en fait, pour optimiser la chose, on la coupe, on se fait chier à le couper en longueur. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on broie tout, mais le fait de le couper en longueur, même si on broie, ça permet d'avoir plus de surface de contact. C'est tout Ouais. simple, c'est de la physique. Après, Voilà, on s'est un peu moqué de nous par rapport à ça. Écoutez, ouais. faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête avec ça. Nous, c'est quelque chose qu'on fait, qui est plutôt pas mal, qui marche plutôt. Moi, tous les jours, je mange ma petite salade de carottes et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Après, il n'y a pas besoin les gens, ils prennent la tête pour rien. En cuisine, on râpe les carottes depuis longtemps comme ça et c'est très joli et on les mange comme ça. Et Oui, mais, ça coûte mais, pas mais plus enfin, cher que les râper comme ça. Donc, il n'y a pas besoin. Non, mais je veux dire, ceux qui se sont moqués, c'est un petit peu ridicule, tu vois, de se non, moquer. non, 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 mais Pas par comme si contre, on les faisait. ouais, ils se sont un petit peu moqués, mais la question est pas bête en fait au fond. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, non, Ouais. mais attends, que broyer une carotte entière ou les couper en lamelles, c'est quoi la différence? Parce que dans la bouche, on va tout broyer. C'est pas faux, mais dites-vous bien une chose, c'est que on mâche pas pendant 2 minutes un petit morceau de carotte pour la rendre complètement, tu vois, il faut être honnête. Et On puis, mange dis-toi plutôt bien une vite chose, et nous, les premiers, on n'aime pas se faire chier. Donc, on ne dirait pas ça. voilà, mais voilà, donc On n'a pas besoin voilà, de faire le buzz. On n'a pas exactement, besoin de faire le buzz. Ça nous intéresse exactement. pas Donc voilà. du tout. Allez, à toi, mon petit tonton. Une question. Ah non, une question. Ah!
quel est votre avis sur les compléments multivitamines? Alors, je sais, il pose cette question puisqu'il y a Jean-Ange qui a fait une vidéo sur les compléments multivitamines et puis je crois que Vassili avait fait un post aussi sur ça. Oui. Voilà. Alors, je suis curieux d'avoir ton avis d'expert puisque c'est toi plus l'expert dans les compléments, donc je t'écoute. Bon, alors déjà, il faut savoir que alors, le marché du multivitamine, il est énorme, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un marché qui est ultra puissant, qui représente des milliards à travers le monde, hein. Il faut bien s'en rendre compte. Alors, il y a 2 points. Je pense que dans certains cas, le multivitamine peut être utile et dans d'autres, l'est beaucoup moins. Si vous avez une alimentation qui est vraiment une alimentation, j'ai envie de vous dire, d'expert, c'est-à-dire que vous maîtrisez parfaitement l'alimentation, vous savez par exemple que certains éléments, comme par exemple le jaune d'œuf, renferment beaucoup de vitamines, quasiment tous, hein, quasiment. Bah déjà, vous savez que vous avez déjà une chance de ne pas être carencé. Okay. Mais c'est vrai que si vous mangez mal, si vous mangez beaucoup d'antinutriments, qui limitent aussi l'absorption des minéraux, qui, voilà, toutes ces choses-là, c'est vrai qu'on peut être carencé au fil du temps et avec les années. Et c'est où qu'on fait un régime drastique. C'est vrai qu'on fait un régime drastique, ça peut être intéressant de se supplémenter avec un certain multivitamine et tout ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des cas particuliers. Si vous êtes des Jedi de la diète et que vous mangez toujours carré, et que carré dans le sens où vous apportez vraiment beaucoup de nutriments et très peu d'antinutriments, c'est vrai que vous avez peu de chances de vous carencer, malgré que, par exemple, le magnésium, même si vous mangez bien, eh ben, le magnésium, c'est un truc qu'on ne retrouve pas partout. Et on peut être carencé, par exemple, en magnésium. Donc, c'est vrai qu'un multivitamine, ce n'est pas toujours nécessaire, mais c'est vrai qu'il y a certaines vitamines et minéraux qui sont vraiment intéressants parce que même en mangeant bien, on peut se carencer dans certaines vitamines ou minéraux. Voilà. Ensuite, dans ce monde-là, de l'industrie des compléments alimentaires, c'est vrai qu'il y a multivitamines et multivitamines. Certains sont plus intéressants que d'autres. Certains où ils rajoutent du fer ou du cuivre ou du manganèse qui sont plutôt oxydants qu'antioxydants, donc qui ont plutôt un pouvoir, on va dire, cancérigène. C'est pas génial. C'est pour ça qu'il faut bien choisir vos multivitamines. Moi, c'est vrai que moi, j'en ai jamais créé parce que Nutreting en fait un excellent avec un bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop cher non plus et répond très très bien aux exigences. Il n'y a pas de fer, il n'y a pas de cuivre, il n'y a pas de manganèse. Et c'est vrai que moi, je travaille avec eux depuis le début. Je n'ai pas voulu en sortir un moi-même, par respect par rapport à eux, parce qu'ils ont déjà un très bon produit. Je ne me voyais pas les copier, chose que tout le monde fait en ce moment. Tout le monde copie tout le monde, ça devient du n'importe quoi. Mais quand j'ai un partenariat avec un très bon produit, je ne vois pas pourquoi j'irais le copier, puisqu'ils font déjà un très bon produit. Donc, en fait, je vends leur multivitamine sur mon site. Et ça dure depuis des années. Et puis voilà, quoi. Oui, c'est un produit sûr. En plus, ça fait vraiment longtemps qu'il est sur le marché, là. Ouais. Je trouve que c'est le multivitamine le meilleur du marché en termes de rapport qualité-prix. Ouais, moi, je Voilà. le prends depuis des années, depuis le début. Ouais. Franchement. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà. Et en plus, je sais qui est à la tête de ça, c'est des gens très sérieux, très soucieux de la santé, qui sont des vrais érudits de la nutrition. Je vous dis franchement, ça serait pas optimal. J'aurais fait moi-même mon multivitamine, mais je le fais pas parce que le leur est excellent. Et par respect et par éthique, non, je continue à travailler avec eux et c'est très bien comme ça. Voilà. Ok, super. Allez, à Toi, je toi. sais qu'on prend tout le temps. Toi, je sais que t'en prends souvent et tout. Et Ouais, ça doit faire 6 ou 7 ans qu'il est sorti et je le prends depuis le début. Parce qu'à l'époque, ça avait fait beaucoup de pubs parce qu'il y avait eu des comparatifs sur plein de multivitamines et minéraux. Il avait été élu numéro un par rapport au fait justement qu'il y avait toutes les substances nocives, elles étaient enlevées et que c'était bien formulé, surtout par rapport à la législation française qui n'est pas facile par rapport à ça. C'est dur de sortir un produit bien dosé, etc. Donc voilà, il est vraiment positif et je le recommande à tous mes clients. Après, je sais que pour certains, ça fait un budget. Parce que pour certains, ça fait un budget qui peut être important quand on cumule tous les compléments. Donc c'est vrai que ce n'est pas l'élément numéro un à prendre, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant pour la santé. Et il vaut mieux privilégier la santé que la masse musculaire ou la sèche. ouais, Voilà. exactement, exactement. Dernière question et après, ça sera déjà l'heure, hein. Dernière question.
Alors attends, j'ai une question là. Quand on voit le monde actuel dans lequel on vit, sans croyance, au nom de quoi sommes-nous obligés d'être bons? Putain, genre, ça, c'est un truc philosophique. Euh, Là, on Bien va- entendu, on fera abstraction de ceux qui tuent pour leurs croyances. Donc, grosso modo, il dit, dans le monde actuel qu'on vit, sans croyance, au nom de quoi sommes-nous obligés d'être bons? je veux pas qu'on C'est terrible, éteigne, on cette fait un question-là. podcast spécial sur ça, parce que là, on en a pour 3 quarts d'heure, je crois. Ouais, et il parle, bien sûr, sans tuer quelqu'un, sans aller être ça, mais pourquoi on devrait être bon? On en a pour 3 quarts d'heure, là. C'est une belle question philosophique. On en a pour 3 quarts d'heure. On peut, Ouais. Moi, je vais répondre. Si, j'ai un petit truc qui me vient en tête. moi aussi, mais j'en ai pour une demi-heure. Alors, c'est bien parce qu'on va avoir deux visions différentes. Parce que moi je ne suis pas croyant, on va dire, enfin, j'ai pas de croyance religieuse. Alors que toi, je sais que oui. Hmm. Et c'est vrai que quand on n'a pas de croyance religieuse comme moi, on pourrait être tenté, pourquoi faire le bon, puisque de toute façon, c'est un monde, c'est vrai que c'est un monde terrible, où tout le monde s'étripe, il faut être honnête, hein, où il y a très peu de compassion finalement, et voilà. Et moi, j'ai envie de dire quand même, je sais pas, qu'on rend les autres heureux, qu'on fait le bien, qu'on rend les autres heureux, je trouve que pour notre image à nous, ça nous fait aussi du bien, en fait. Et c'est vrai que moi, je me rends compte quand je fais plaisir à quelqu'un, par exemple, c'est hyper gratifiant pour moi, tu vois. Par exemple, mes compléments, c'est pareil. C'est vrai que je pourrais m'amuser à faire de la merde et puis de me dire, je m'en fous, je fais du fric, je fais de la merde. Mais en fait, ça n'aurait pas le même impact, même sur moi-même, en fait. C'est parce que je sais que mes produits sont bons, que je fais plaisir aux gens et qu'ils me le rendent. Alors, bien sûr, je gagne ma vie avec ça. Mais vous ne pouvez pas savoir le plaisir que j'ai à chaque fois que vous m'envoyez des messages en disant, putain, Chris, tes compléments, ils sont vraiment top. C'est trop bon, je me régale tous les matins avec mes crêpes à la farine de patate douce. Je performe avec tes compléments. Je suis pas fatigué. Moi, ça me fait super plaisir et ça va au-delà d'un simple business en fait. Et voilà, donc, et puis le fait de faire du mauvais, et je vois il y a beaucoup de haters qui sont dans le mauvais, en fait, ils produisent énormément de cortisol. Et je pense pas que même d'un point de vue santé sur le long terme, que ce soit physique ou psychologique, c'est des gens qui sont finalement heureux en fait. Et ce qu'on aspire tous, au final, c'est d'être heureux. Et le fait d'être quelqu'un de bien, de bon, alors on fait tous des erreurs, hein, moi je suis pas parfait, loin de là, mais essayez au moins de faire le bien et le bon, je trouve que ça fait partie aussi intégrante du bonheur. Donc, je trouve que c'est une excellente motivation, en tout cas pour continuer à faire du bon et essayer d'être une personne meilleure envers les autres et puis finalement envers nous-mêmes. Anto, C'est une bonne toi, je sais question. que tu es croyant. Toi, tu es croyant, donc Ouais, je suis toi, croyant, ça. mais franchement, c'est une question qui m'a comment omnibulé pendant longtemps, à savoir où est la frontière entre le bien et le mal. C'est-à-dire que en fonction de la perception que tu as de la vie, en fonction du vécu qu'on a, la limite, elle peut être vraiment différente. Je vais essayer d'expliquer ça par un exemple que j'ai entendu l'autre fois et que j'ai trouvé excellent. Il y avait un expert qui s'exprimait à la télé sur un discours d'Éric Zemmour. Et Éric Zemmour, quand il avait fait la polémique sur un discours raciste à l'extrême. Et j'ai perdu le nom de ce gars qui s'exprimait, qui disait quelque chose d'excellent, qui disait que les gens comme Éric Zemmour ou ces gens qui ont des discours haineux et des discours racistes à la télé étaient là pour mieux faire passer le message des autres. Je m'explique. Lorsqu'il passe à la télé, il choque tellement et il va tellement loin dans ses propos qu'il élève le seuil de ce qu'on trouve intolérable. Et quand derrière, d'autres arrivent avec des propos un peu plus modérés, et ben ça passe. En fait, c'est un petit peu comme si avec ta femme, excusez-moi, je vais employer des termes injurieux, mais c'est pour que vous compreniez bien. C'est On comme si, revient au sexe. c'est On comme revient au si- non, sexe. non, non, c'est comme si demain tu rentres chez toi et tu dis à ta femme, excusez-moi, espèce de connasse, tu n'as pas fait à manger. Le premier jour, ça choque. Et puis au bout de 10 jours, tu Bon, te ça mets à choque, dire, ça choque. sérieusement, écoute bien. Et puis au bout de 10 jours, tu te mets à dire, espèce de sale grosse connasse, t'as pas fait à manger. Le connasse d'avant,
passe beaucoup mieux parce que tu es allé plus loin dans l'insulte. Et en fait, c'est comme ça que ton seuil de tolérance s'élève. Et il y a une phrase que j'aime bien, puisqu'on est dans les phrases, qui dit on subit que ce qu'on tolère. Et en fait, du coup, la notion du bien et du mal, pour chacun, elle va en fonction aussi de ce que tu as toléré. Parce que si, par exemple, tu as l'habitude qu'on t'appelle sale connasse, pour toi, un connasse, c'est pas si méchant. Alors qu'en réalité, au fond, si, enfin, n'importe qui sur Terre sait quand il fait le bien ou le mal. Je veux dire, si tu creuses au plus profond de toi, tu sais à quel moment tu agis bien ou tu agis mal. Et tu le vois. Le problème, c'est qu'en fonction de ce que tu as vécu et de ce que tu as subi, eh ben, ta vision, elle peut être complètement faussée. Et tes réactions aussi. Donc, cette notion du bien et du mal, effectivement, je reste persuadé, et c'est la personne qui a posé la question, je pense qu'elle est croyante, je reste totalement persuadé qu'elle est directement liée à tes croyances, la notion du bien et du mal, mais pas forcément à tes croyances religieuses. C'est là où est la nuance. C'est qu'il y a des croyants qui sont des très mauvaises personnes, comme il y a des personnes athées qui se comportent bien. Donc, la religion, ce n'est pas forcément ce qui fait que tu vas bien ou mal te comporter. Ça te donne des valeurs si tu la suis, certes, mais ça ne fait pas tout. Pourquoi? Parce que aussi, si tu as beau être croyant, si par exemple, on t'a enseigné dans ta jeunesse que très peu de respect envers les femmes, je reste envers les femmes, c'est l'exemple le plus simple, je pense, c'est le plus marquant. Si on t'a enseigné que très peu de respect envers les femmes et que par exemple ton père se comportait très mal avec ta mère et que tu as vu ça pendant 18 ans ou plus et que donc tu as assimilé ça et que ta mère l'a toléré, donc toi aussi, parce que tu n'as pas vu de problème à ça au final, bien que tu vois qu'à l'extérieur ça se passe un peu différemment, mais ça reste tes parents et ton repère. Et ben, tu vas certainement te comporter de la même manière. Or, tu te comportes mal, puisque tu ne respectes pas ta femme, voire tu la bats ou pire encore. Mais pour toi, selon tes croyances, tu ne te rends pas forcément compte que c'est mal, malgré que tu sois croyant, tu vois. Parce que il suffit pas de croire en Dieu ou en quelque chose de supérieur pour avoir la notion du bien et du mal et la respecter. La preuve en est avec toutes les guerres au nom de la religion, avec tous les extrémistes, tous les terroristes de tous bords depuis la nuit des temps et tous les gens qui vont à l'église, qui vont à la mosquée, qui vont à la synagogue, etc. et qui se comportent mal à l'extérieur. J'avais une discussion hier au soir justement avec des amis musulmans à propos de ça. J'ai beaucoup d'amis musulmans, juifs, etc. Aucun problème sur ça. Pour moi, c'est pareil, surtout tout le monde. Pour moi, c'est tout pareil. Tu vois, je m'associe pas vraiment. J'ai du mal à m'associer vraiment maintenant à une religion en particulier. Et cette discussion, pour moi, elle était simple. C'est que euh, tu n'es pas un bon musulman, par exemple. Enfin, si tu ne manges pas de porc, tu bois pas d'alcool. Ok, tu respectes les principes de la religion musulmane, mais si derrière, lorsque tu sors dans la rue, tu te comportes mal avec la vieille dame, tu n'es pas un meilleur musulman que celui qui se comporte bien avec la vieille dame, mais qui mange du porc et qui boit de l'alcool. Tu vois? Donc, c'est le problème, c'est qu'à l'époque actuelle, on a tenu les religions à quelques points précis, alors que la base de la religion, c'est d'être bon, en fait. C'est d'être une bonne personne, c'est d'être juste. Plus que bon, c'est d'être juste. Après, il y a les prières, etc. Mais la base, c'est ça. Donc, voilà. Donc, la notion du bien et du mal, pour moi, malheureusement ou heureusement, elle n'est pas directement reliée à la religion. Et ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que tu seras bon ou que tu seras mauvais. C'est une question beaucoup plus large que ça. Et c'est déjà une question, je pense, d'éducation, de perception, de vécu. Et voilà, après, je peux en parler des heures, mais si j'ai Non, quelque chose c'est à des dire sujets passionnants. Ouais. ouais. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut le voir comme dans Star Wars, passer du côté obscur, c'est chose de très facile et de très tentant. Et on le voit aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie, c'est chacun pour sa pomme.
on est l'une des gens très égoïstes. Et c'est vrai que bah, du coup, c'est une excellente question. Et comment tu fais toi pour pas passer du côté obscur? Sans forcément parler de religion, hein. Ouais, bah, c'est simple. Déjà, je pense que j'y suis passé à plusieurs reprises dans plein de domaines de ma vie et ça m'a apporté que du mauvais, ça m'a fait souffrir. Euh, Ça m'a amené très loin parfois dans la souffrance. Donc, il y a des points sur lesquels je sais que je ne veux pas revenir et que je ne veux pas revivre surtout. Et si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, bah, tu vis ce que tu as toujours vécu. C'est comme si tu as la tête contre un mur et tu veux avancer, tu continues à te taper la tête contre le mur au lieu de le contourner. Donc, c'est simplement être différent. Donc, ça, encore une fois, c'est du vécu. Quand on n'a pas forcément eu les bons repères, comme je disais tout à l'heure, ou les bons exemples, et qu'à un moment donné, par fréquentation ou autre, on est allé sur le mauvais chemin, euh, quand on est dans le négatif et dans le mal, on attracte forcément le négatif et le mal. On n'a pas une vie heureuse, c'est faux. Ou alors on se ment, mais c'est encore autre chose, on se conforte là-dedans. Mais bon, voilà, on est très conscient à chaque fois d'où on en est. Et donc, si on veut que ça change, il faut changer. Donc, je dirais que c'est du vécu. Et après, là où je te rejoins à 2000%, et ce que tu as dit au début, c'était juste parfait, c'est qu'il n'y a rien au final, quand on le sait, il n'y a rien de plus égoïste comme sentiment que d'aider quelqu'un d'autre. Parce que aider quelqu'un d'autre, le bien que ça procure, il n'y a pas grand-chose de meilleur en fait. Voilà, il n'y a pas grand-chose de meilleur que d'arriver à aider quelqu'un d'autre quand c'est au point, par exemple, de faire changer de vie. Alors, l'aider à changer de vie, on n'est pas le seul responsable, la personne, bien sûr, directement, mais c'est quelque chose de très gratifiant et de donner de l'amour aussi. Parce que quand donner de l'amour, que ce soit à peu importe qui autour de toi, ça peut être à ton chien, ça peut être à ta femme, ça peut être à tes enfants, peu importe. Voilà, c'est aussi quelque chose de très gratifiant. Et donner, moi je pense que c'est vraiment les 3 points, c'est aussi de donner un maximum autour de soi. Ça peut être, ça fait peut-être cliché, mais ça peut être donné à la personne qui en manque dans la rue, ça peut être donné à des enfants. Voilà, c'est des choses très gratifiantes et quand vous commencez à rentrer dans ce cycle, et ben, comme tu l'as dit au début, vous vous rendez compte que vous êtes bien plus heureux comme ça et que finalement, il n'y avait aucune raison à être médisant, à être violent, à avoir de la colère, à avoir de la haine. Ça ne veut pas dire que ça arrive plus jamais. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que par moment, il n'y a pas de la colère, de la haine et qu'on ne s'énerve pas, mais juste on se rend compte que bah, ça nous gâche la vie en fait. Comme la jalousie, entre autres, par exemple, ça gâche la vie. Donc si vous êtes jaloux aujourd'hui, essayez de vous poser et rendez-vous compte à quel point vous gâchez la vie à imaginer toujours le pire scénario. Voilà, donc je pense que c'est juste ça. Après, la religion et le fait de devenir croyant m'a pas vraiment donné ses limites, ça m'a juste donné beaucoup d'espoir. À une époque où j'avais pas d'espoir vraiment, où j'étais très négatif et voilà, ça m'a donné beaucoup d'espoir et ça m'a donné l'idée que quelque chose de supérieur était là en laquelle je pouvais croire et ça m'a apporté du bien, c'est tout. Et voilà, et ça me permet aussi d'être reconnaissant parce que c'est vrai que on a un défaut, c'est qu'on n'est jamais reconnaissant. Et les croyants de tous bords, et tout croyant honnête le dira, c'est qu'on prie quand tout va mal. Et qu'on oublie souvent de s'arrêter quand tout va bien et de dire merci, tu vois, parce que par exemple, bah, nous deux, je pense que malgré toi, tu as un gros vécu, etc., mais on est chanceux quand même. Tu vois, on est chanceux d'être là, de faire ça et de pouvoir faire ce qu'on veut. On est chanceux. On est chanceux pour tout ce qu'on a. Et beaucoup de gens qui n'ont juste le fait que vous puissiez nous regarder, vous êtes chanceux. Vous avez un ordinateur ou un téléphone, voilà. Et je pense que si on oublie ça, et ça nous amène vers le mal, le manque de reconnaissance et l'ingratitude. Voilà, c'est un petit peu mon avis. Non, c'était magnifique. Je te rejoins là-dessus sur le fait qu'on soit chanceux. Moi, vous savez, j'adore les voyages et j'essaie de voyager le plus possible parce que ça m'ouvre à des pays aussi qui sont pas toujours, bah, pas aussi riches que le nôtre. Parce qu'on se rend pas compte, mais on vit quand même dans un pays riche. Et même si des fois on râle, je vois les grèves, les machins, mais vous vous rendez pas compte dans certains pays comment les gens vivent. Voilà, j'ai été aux Philippines, dans les bidonvilles, voilà, pendant des jours et des jours. Donc j'ai vu vraiment la misère. Donc, et j'ai vu des gens malgré tout qui avaient le sourire et qui semblaient heureux, mais ils ne l'étaient pas totalement, mais qui semblaient heureux en tout cas.
Et voilà, ben, ça fait relativiser beaucoup de choses. Donc, donc voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Anthony, en tout cas. Ben, merci à toi. Et Super, j'espère que ça vous plaît aussi un peu ces apartés où on ne parle pas forcément toujours de nutrition d'entraînement. Nous, c'est une grande passion. C'est vrai qu'on adore parler de philosophie, on adore parler un peu de développement personnel, des choses comme ça, parce que c'est aussi ça la vie. Se ouais, remettre en question, réfléchir. ouais, puis ça Et, va directement avec la progression physique, et la progression mentale, ça va avec aussi, je bien crois. sûr, bien sûr. Et puis, comme on le dit toujours, il y a pas que ça dans la vie, il y a tout le reste autour. Super. Donc voilà. On vous rappelle, pour ceux que ça intéresse, qu'il y a toujours Kilo Rapide pour des membres. Alors, c'est pas forcément pour des gens qui font beaucoup de fitness. Hein, c'est plus pour des personnes lambda ou des personnes de votre famille ou des amis qui ne sont pas hyper sportifs, mais qui veulent avoir un programme d'experts, entre guillemets, d'experts, adapté à eux, en fait. Donc, n'hésitez pas, on vous mettra aussi le lien Ouais, de dessous. perdre du poids. Ouais, n'hésitez pas aussi à nous contacter directement en privé sur Instagram ou Facebook. Et puis Anthony aussi qui a lancé aussi une formation sur les TCA, c'est ça? Ouais, du suivi, carrément du suivi. Alors, le suivi, il y aura peu de place, hein. Je pourrais prendre 10 personnes, je pense pas plus. Ouais, Du suivi vraiment pour vous aider à sortir des TCA. C'est pas de la diète, c'est pas de l'entraînement. C'est vraiment axé sur les TCA, s'en sortir, passer à l'action. Et il y a une formation gratuite, elle est gratuite d'une demi-heure pour aider à reprendre le contrôle. C'est basé sur les crises. Lorsque vous avez des crises d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, de grignotage, des craquages alimentaires, cette méthode de 30 minutes est basée sur ça. Elle est gratuite. Vous pouvez aller la télécharger sur le site antowest.com. Et il y a une autre formation qui est payante qui s'appelle Renaissance. on mettra le lien dessous. Hein. On mettra le lien. Et il y a une autre Parce que je formation. sais que ça touche vraiment mais beaucoup de personnes les TCA. Ouais, C'est un sujet hyper tabou. Et dans le milieu du fitness, alors c'est encore plus développé parce qu'évidemment les gens culpabilisent énormément dès qu'ils reprennent un peu de poids. Ils rentrent dans un cercle infernal où tu manges et je veux reperdre du poids. Et puis on rentre très vite dans ces troubles-là, du voilà. boulimie, d'anorexie, tout ça. Et ben Anthony, c'est vrai que c'est un vrai spécialiste de ce Voilà. domaine-là. Donc n'hésitez Et là, pas on à est, prendre une formation gratuite. et là, on n'est pas sur du travail que vous faites avec un psychologue ou sur un traitement. Voilà, on est vraiment dans l'action, dans le concret, dans ce que moi j'ai vécu et dans ce que j'ai étudié et expérimenté avec des milliers de personnes au final sur presque 7 ou 8 ans maintenant, sur 8 ans. Donc voilà, c'est vraiment une méthode que j'ai mis du temps à développer et qui a porté ses fruits et qui, j'espère, aidera au maximum d'entre vous. Mais si vous en suivez les moindres détails, j'en suis sûr. Voilà. Merci beaucoup. Magnifique. Et puis pour nous voir en vrai, en réel, en chair et en os, nous voir parler, nous disputer, s'embrasser. Ça sera le 26 janvier à Voilà. Lyon. À Lyon. Voilà, il y a les liens dessous. Sinon, vous nous contactez directement sur Instagram. C'est ça. Super. Bon, Merci à beaucoup. la semaine prochaine. Merci À la Anto. semaine prochaine. Bye bye. On vous embrasse. Ciao. Ciao.